Et mon père m'a dit, tu partiras jamais en vacances, tu n'auras pas de scooter, pas de PlayStation, rien de tout ça. Par contre, tu auras toujours un vélo à ta taille. On savait qu'à l'époque, il fallait s'en mettre dans les veines si on voulait vraiment performer sur route. Pour être honnête, voilà, ça m'a vraiment aidé à choisir d'aller faire que de la piste en équipe de France. Et j'ai dormi pendant 1 mois par terre, toute la préparation des championnats du monde. Et c'est comme ça que j'ai préparé ce triplé historique. Le record du monde à battre, 144 km/h, à la seule force de l'homme. Ils m'ont demandé si je voulais faire partie du projet de l'America's Cup. Le but, c'est de pédaler sur un vélo dans le bateau. Donc nous, notre but, c'est de créer de l'électricité pour mettre sous pression une pompe hydraulique. Et la pompe hydraulique va servir à actionner les foils et les voiles. Bon, salut François. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien. Bon, génial. Et écoute, je suis très content de te recevoir dans Roue Libre. On est un peu chez toi, presque. On n'est pas en Mayenne, mais on est un peu dans ton antre, dans ta discipline. Ça fait quoi d'être ici au Vélodrome? Bah pour moi, c'est toujours un plaisir d'être ici. J'ai passé toutes mes journées ici, du matin au soir, pendant une bonne presque 10 ans. Parce que le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a été inauguré début 2014. Donc c'est le pôle France et l'équipe de France de sprint et d'endurance sur piste qui se trouve ici. Donc c'était, on va dire, quasiment, j'ai envie de dire, ma première maison parce que je passais tout mon temps ici. Peut-être que le samedi, finalement, où j'étais au repos. Donc j'étais vraiment chez moi, là. Ok, alors effectivement, pour ceux qui ne savent pas, donc on est en train de filmer, hein, on a le podcast en roue libre, comme vous le savez sûrement, est en audio mais également en vidéo. Donc on se trouve au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de nous donner l'accès, de nous permettre de réaliser cet entretien avec François, donc Bruce, Charlie et les autres. Donc merci à eux. Et donc voilà, cet enregistrement est donc disponible sur les plateformes d'écoute donc le lundi à 6h et disponible sur YouTube sur la chaîne d'En Roue Libre à partir de 18h le même jour. Voilà. Et j'en profite pour vous dire également, avant de passer à la suite, que ça nous aide énormément si vous nous laissez un petit avis, si vous vous abonnez et si vous partagez cet épisode à vos amis. Bon, François, tu as une carrière riche de beaucoup de titres. Riche aussi de beaucoup d'expériences, de différentes pratiques, différentes passions dans la même passion. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Pourquoi le vélo, en fait? C'est une très bonne question. C'est une question forcément qu'on me pose souvent. Alors, qu'est-ce qui m'a amené au vélo? Ça a commencé déjà tout jeune. Mon père était fan de sport en tout genre. Il regardait tous les sports à la télé, mais plus particulièrement le vélo. Il était aussi agriculteur, ma mère ouvrière. Donc en fait, on n'avait pas les moyens de partir en vacances l'été. Donc ma seule distraction que j'avais pendant les grandes vacances, c'était de regarder le Tour de France. Et mon père m'a dit, comme ton frère, comme ta sœur, tu n'auras pas de console, de jeux vidéo, tu n'auras pas de mobilette. À l'époque, on était en mobilette, on n'était pas encore en scooter. Team 103 SP. Voilà. Okay. Et puis, il m'a dit, par contre, si tu veux faire du sport, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé à faire du foot. J'avais les pieds carrés, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai fait 2 ans de tennis. Apparemment, j'avais une bonne frappe, mais je me suis cassé 2 fois le poignet en 1 an. Donc, c'était foutu. Et j'ai commencé le vélo à 12 ans. Mais depuis tout petit déjà, depuis que j'avais 2 ans, j'ai toujours eu un vélo. Et mon père m'a dit, tu partiras jamais en vacances. Tu n'auras pas de scooter, pas de PlayStation, rien de tout ça. Par contre, tu auras toujours un vélo à ta taille. Ouais, franchement, j'ai toujours eu un vélo à ma taille, certes d'occasion, parce que c'était avec les moyens du bord, mais j'ai toujours eu un vélo à ma taille, et et finalement, c'était, on va dire, mon seul jouet. Donc le soir, quand en primaire ou au collège, quand j'arrivais de l'école, je balançais mon cartable au fond du garage, je prenais mon vélo, puis je faisais le tour de mon village, parce que j'habite dans un petit village.
Et je crapahutais partout. J'avais mes petits circuits dans la terre, autour du petit lac, autour du grand lac. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du vélo. Voilà. Alors, t'es tombé toi-même amoureux du vélo ou est-ce que, tu sais, souvent dans les enchaînements père-fils, tu sais, t'as le père qui a fait de la compète ou qui en a pas fait et qui transfère un peu sa passion à son fils. Est-ce que c'était le cas pour toi ou est-ce que la passion est vraiment née, toi, de manière complètement interne? Bah forcément, mon père m'a influencé un petit peu en regardant toutes les courses de vélo, toutes les classiques aussi au printemps, en regardant ça à la télé. Donc ça m'a forcément influencé. Et puis, comme je te l'ai dit, j'avais pas beaucoup de jouets, mais le seul truc qui pouvait me divertir, c'était mon vélo en fait. Donc je passais beaucoup de temps dessus. Donc indirectement, ouais, voire même directement, oui, mon père m'a influencé à faire du vélo, peut-être sans le savoir, mais voilà, bon, j'étais mieux sur mon vélo qu'à aller faire le zouave et faire l'imbécile et faire des bêtises, quoi. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as découvert le vélo, tu t'es passionné pour le vélo et le moment où tu as commencé à en faire sérieusement, quoi? C'était quoi les étapes? Bon, déjà, j'ai commencé en Benjamin 2. Alors, en Benjamin 2, j'avais une tête de plus que tout le monde. J'étais un peu plus mûr, déjà, physiquement. Donc, la petite histoire, c'est quand même incroyable. Ma toute première compétition, la toute première fois où j'ai mis un dossard sur le dos, c'était au vélodrome de Renazé. Donc, Renazé, le pays des frères Madio. Et j'ai fait... Alors, maintenant, c'est interdit parce que c'est interdit pour les Benjamins. Mais j'ai fait 1 km départ arrêté. Et j'ai fait un 200 mètres lancé. Il y avait un classement général sur les deux. J'avais déjà gagné le kilomètre. Et j'avais fait 6e, je crois, du 200 mètres. J'avais du mal me lancer, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais gagné le kilomètre. Et pour la petite histoire, il y avait les 2 frères Madieu qui étaient là. Et il y a quelqu'un de mon club qui était à côté d'eux et qui les a entendus parler. Et il y en a un des deux, je sais pas lequel, qui a dit, quand j'étais sur la piste, regarde le petit là, comme il a beaucoup de pédales. Donc voilà pour la petite histoire. Et c'est dingue parce que on se serait jamais douté que 6 ans, 7-8 ans après, j'allais intégrer l'équipe de France et j'allais ne faire que de la piste et être champion du monde et médaille olympique par la suite. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça a tout de suite été, on va dire, plus ou moins facile parce que, puisque je viens de le dire, j'étais plus mûr physiquement que les autres. Donc aussi, je gagnais mes courses sur route. Je faisais du VTT, le TRJV. Je faisais aussi beaucoup de cyclocross. Donc je gagnais, et de la piste. Donc je gagnais dans toutes les disciplines. Je devais même faire du BMX en cadet. Mais on s'est dit, c'est trop technique. Je vais me broyer. Ah oui. Je vais me blesser. Donc en fait, ce serait dommage de mettre une saison de route, de VTT, de cyclocross et de piste, on va dire, l'entacher par des clavicules cassées ou des trop grosses chutes en BMX. Donc ça a été plus ou moins facile parce qu'en plus, je m'entraînais très très peu. Donc en fait, je me grillais pas du tout le moteur à l'époque. Je loupais souvent les entraînements parce que moi je voulais jouer avec les copains de mon âge dans mon village. Donc des fois mon père me courait un peu après. On jouait à cache-cache le mercredi parce qu'il voulait que je reste sérieux et puis il voulait m'apprendre la régularité et le goût du travail pour avoir des résultats un minimum. Donc c'était un peu comme ça dans mon adolescence. Et puis après, j'ai été détecté sur un championnat du monde, sur un championnat de France. Alors déjà en KD2, je fais 2e au championnat de France KD2 en vitesse individuelle. Je suis pas rentré à l'INSEP parce que l'entraîneur national Gérard Quintin à l'époque ne m'a pas demandé de rentrer à l'INSEP. Parce que généralement on détecte en cadet. Il a attendu junior première année. Junior première année, j'étais tombé malade. Tout le début d'année, j'étais anémie de fer. J'avais plus du tout de fer dans le sang. Donc tout le début d'année, je gagnais tout en KD2. Il y a un hiver qui se passe et là je mets plus un pied devant l'autre. Donc on s'est inquiété. Donc j'ai arrêté 3 mois. Donc mars, avril, mai, j'ai complètement arrêté le vélo. J'ai repris en juin par des championnats de France junior piste. Donc sans entraînement, j'ai fait vice-champion de France derrière un gars qui était en pôle France depuis 1 an. J'ai battu des mecs qui faisaient de la musculation, qui faisaient de la piste régulièrement. Moi, je faisais pas de piste. T'avais toujours cette longueur d'avance physiquement?
tu veux dire, Alors, que tu avais en cadet déjà? Ouais, en junior, j'avais fini donc j'avais 16-17 ans. J'avais fini ma croissance. Je faisais 1m80 pour 71 kilos. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Et puis, on va dire que j'étais teigneux. Et c'est ce qui me sauvait sur mes compétitions de piste. Et puis, junior 1, voilà. Je me fais détecter par Gérard Quintin, l'entraîneur national. Et puis, il me dit, bah écoute, je t'ai déjà vu l'année dernière au championnat de France cadet. C'était bien, là. T'étais pas mal non plus pour un gars qui est pas en pôle. Il me demande combien d'entraînements sur piste tu fais par semaine. J'ai quoi? T'as quoi? T'as menti ou quoi? Bah, je dis mais bah j'en fais pas. Comment ça t'en fais pas? Bah, je dis bah chez moi il y a pas de piste. Je suis en Mayenne, il y a pas de piste. La piste la plus proche c'est Angers ou Châteaubriand. Faut que je fasse une heure de voiture. Et puis il pleut ou voilà je vais pas faire une heure de voiture le soir après les cours quoi. Donc et puis il me dit bon bah, tu vas en salle. En salle. Mais quoi Comment en ça? salle? Bah, tu fais de la muscu. Ouais. Non, je fais pas de muscu. J'ai jamais touché une barre de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Donc il a fait mais pour lui ça y est tout de suite. Et je me souviens à l'époque il avait dans un article que j'ai lu, il a dit que j'étais brut de décoffrage. Donc bah oui, j'avais jamais touché une barre de musculation. J'avais jamais fait de sprint sur piste à l'entraînement. Alors je faisais 2-3 sprints quand je m'entraînais sur route. Je faisais les pancartes avec les copains ou des choses comme ça, mais c'est tout. Je développais absolument pas mon sprint, donc c'était vraiment mes qualités naturelles propres. Et je faisais 10 kilos de moins que ma taille. Et je faisais 1m80, donc c'est pas mal c'est une bonne taille pour un sprinter. Il y avait la charpente et il y avait juste à mettre, à construire autour, Okay. quoi. Donc il a dit ouais, c'est génial. Il m'a intégré à l'équipe de France. J'ai mis longtemps, j'ai mis tout l'été à donner ma réponse, parce que moi je voulais passer pro sur route. On est l'été 2021. Cette année-là, j'ai passé l'année au pôle espoir de La Roche-sur-Yon. Je m'entraînais avec les Vendée U. En KD2, j'ai gagné énormément de compétitions. Moi, j'avais loupé mon début d'année junior 1. Mais je me suis dit, bah, peut-être que je peux quand même intégrer le Vendée U. On ne sait jamais, parce que le Vendée U, bah, c'est une porte ouverte pour passer pro après. Et puis, bah, finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, bah, visiblement, avec mes qualités naturelles, je suis vice-champion de France. Et j'ai été sélectionné pendant l'été en équipe de France pour la première fois de ma carrière à faire les championnats d'Europe. Et j'étais champion d'Europe. Et j'ai été aussi vice-champion du monde en junior première année. Et bah, ça me sortait de ma campagne. Ouais, okay. Je suis fils d'agriculteur, je suis jamais trop sorti de la Mayenne. Et j'ai pris l'avion pour la première fois. J'étais en Italie. J'étais aux États-Unis. J'étais à Trexlertown, c'est à côté de New York. J'ai vu les tours jumelles un mois avant qu'elles s'effondrent. Et puis on m'a dit, bah, si tu rentres en équipe de France et que tu marches bien et que tu progresses, forcément tu vas progresser, parce que tu vas passer un entraînement de temps en temps à 2 entraînements par jour. Donc l'année prochaine, les championnats du monde junior 2, c'est à Melbourne, en Australie. Bah... Là, tu fais le tour du monde. Bah, ouais, je me dis, allez, visiblement, comme je répète, j'ai plus de qualité pour être sprinter. Avec 100 entraînements, je fais déjà vice-champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde en junior première année. Je me dis, mais si j'ai un entraînement adéquat et que je rentre en équipe de France, ça va être quoi ma progression? Ça va être génial. Je vais courir en équipe de France. Je vais faire le tour du monde peut-être 2 fois par an, parce que nous on court en Chine, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, au Japon. Donc on fait vraiment le tour du monde par rapport à un routier. Bon, le routier peut être aller un petit peu en Australie ou peut-être aller à Amérique du Sud, mais pas beaucoup. Nous, c'est comme ça toute l'année. Okay. Et je me dis, autant faire ça et autant se créer un palmarès d'être champion du monde, champion d'Europe, champion de France, plutôt que de gagner la deuxième étape de la course par étape d'une semaine du bled du coin, quoi. Donc là, pour bien comprendre, c'était quoi le niveau de sérieux? Parce que on note qu'il y a quand même une hésitation à ce moment-là. Mais tu étais à quel niveau en termes de cyclisme sur route? T'étais à quel niveau par rapport au niveau pro versus l'équipe de France de cyclisme donc sur piste, si j'ai bien compris? En fait, donc là, tu es à une croisée des chemins et tu as une option qui est extrêmement sérieuse, qui est l'équipe de France de cyclisme sur piste.
et l'autre option qui est le cyclisme sur route avec des courses par étapes. T'étais où dans cette voie-là? Qu'est-ce qui te manquait justement pour devenir cycliste professionnel dans une équipe sportive pour rouler en pro, quoi? Je pense que mon passage de KD2 à Junior 1, j'ai pas assez roulé. Je me prenais, alors, je vais pas dire des branlées, mais à l'entraînement déjà, parce que quand je roulais avec le pôle espoir de La Roche-sur-Yon, puisque mon hiver, j'ai pas osé trop rouler de mon côté, quand je roulais avec eux dans la semaine, c'était compliqué. Et là, je me suis vite rendu compte que j'étais peut-être limité, et puisque j'étais aussi anémie de fer et que je mettais plus un pied devant l'autre tout le début d'année, forcément, je fais pas de résultats, c'est décevant, donc ça donne pas envie à une équipe comme Vendée U de me prendre. Et puis pour être honnête, à l'époque, on est en 2001, et l'affaire Festina 98, c'était encore dans toutes les têtes. Et moi, à l'époque, on n'a jamais entendu quoi que ce soit sur piste. Ça reste l'équipe de France. C'est très sérieux, c'est très cadré. L'état d'esprit n'est pas du tout le même. Et puis en équipe de France, t'as pas la même pression qu'un pro sur route qui doit obligatoirement faire des résultats pour continuer sa carrière. Nous, en équipe de France, on te laisse quand même du temps, beaucoup de temps pour te laisser progresser, parce qu'il y a aussi des blessures. On te laisse aussi le temps nécessaire. Et puis, comme j'ai dit, les tenants et les aboutissants ne sont pas du tout les mêmes. Donc, l'état d'esprit n'est pas le même. Et puis, honnêtement, sur piste, quand j'étais champion du monde, j'ai eu une prime de 2000 €. Donc, est-ce que je vais me tuer ma santé, risquer de faire des enfants handicapés pour 2000 €, quoi. Alors, ok, il y a la notoriété, c'est bien, t'es champion du monde. Mais si t'as de la chance, une carrière, ça dure 10 ans. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait 20 ans. Mais à l'époque, tu te dis, je vais pas foirer ma carrière, ma santé, ma vie. Tout le reste de ma vie après mes 30 ans ou après mes 35 ans, j'ai encore 35 ans à vivre. Je vais les vivre en bonne santé et puis je vais être fier de moi, quoi. Donc voilà, l'état d'esprit pas le même. Et on savait qu'à l'époque, il fallait s'en mettre dans les veines si on voulait vraiment performer sur route. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé à choisir, voilà, pour être honnête, voilà, ça m'a vraiment aidé à choisir d'aller faire que de la piste en équipe de France. J'ai le sentiment qu'aussi, là d'où tu viens, c'est-à-dire la Mayenne, un village de Mayenne auquel tu es attaché de manière quasi viscérale, enfin, t'es là-bas, tu as toujours tes racines là-bas, tu es implanté là-bas. Est-ce que cet ancrage dans la terre, ça a aussi contribué à garder les pieds sur terre? Et peut-être que tu as d'autres amis ou d'autres personnes qui sont allés, eux, sur le cyclisme sur route, en pro. T'as vu justement des trajectoires comme ça déviées? Oui, parce qu'à l'époque, par exemple, je me battais avec un gars de mon âge qui habitait à 10 km de chez moi, qui s'appelle Vincent Jérôme. Donc lui aussi en minime cadet. En minime, je crois, il a 23 victoires. En cadet, il en a une vingtaine aussi. Lui, il est passé au Vendée U, après il est passé pro. Je crois qu'il a dû faire une fois 5 ou 7e du Tour des Flandres à la pédale. Donc c'était ma bête noire à l'époque en minime cadet. Donc voilà, lui il est passé pro sur route et moi j'ai choisi la piste et on s'est toujours un petit peu suivi, on a toujours gardé un œil l'un sur l'autre. Et puis oui, j'ai vu des trajectoires différentes de la mienne, des gars qui venaient aussi de mon département, quoi, ou de pas très loin de mon patelin. Ok. Quand tu regardes aujourd'hui cette carrière qui a suivi, donc là je reprends parce que j'ai pas tout en tête, mais un podium au JO à Rio en 2016, mais un podium aux Jeux paralympiques en 2021, 7 titres mondiaux en individuel, un titre mondial par équipe en junior, 17 podiums au championnat du monde élite, 17 victoires en Coupe du Monde, 19 médailles au championnat d'Europe, 15 titres de champion de France. 19. Ah ouais, non mais t'inquiète, c'est pas grave. Ok, ouais, tu vois, j'ai pris le dernier article que j'ai vu. Et seul athlète médaillé olympique
et paralympique. Ouais, de toute l'histoire du sport français donc, ou du sport mondial. Donc ça, je pense que c'est ma plus belle fierté. Ouais. Bah, justement, j'allais te demander, c'est de quoi dont tu es le plus fier en fait? Alors, je pense ça parce que ça reste. Alors, ok, je suis pas champion olympique, mais cette médaille de bronze aux Jeux de Rio, elle a été gagnée avec mes collègues de l'équipe de France dans des conditions très complexes. Ça a été très compliqué, une année très compliquée en termes de management, en termes d'entraînement. On a vraiment été très mal encadrés. Parce que l'année d'avant, on a tout gagné ici au championnat du monde en 2015. L'équipe de France Sprint a gagné toutes les épreuves du sprint. Et un an après, on a fait chou blanc au championnat du monde et on a quasiment fait chou blanc aux Jeux Olympiques. Et cette médaille de bronze, pour être encore une fois très honnête, on la gagne en vitesse par équipe parce qu'en face, l'équipe d'Australie s'est loupée. Le troisième, il a fait 3 tours tout seul. Donc, le dernier tour. Donc, il a serré le frein à main forcément dans le dernier tour. Donc, on a eu beaucoup de chance. Malgré tout, ça reste la seule médaille olympique de Rio de toute la Fédération française de cyclisme. Malgré tout, toutes disciplines confondues. Hein. Route, BMX, piste. Donc, c'est une petite fierté quand même parce que, comme je vous dis, il a été gagné dans une préparation très très compliquée, très houleuse avec tout le staff. Pour tous les coureurs, il n'y a pas que moi, on était tous les coureurs dans le même bateau, hein, malheureusement. Donc ça, c'était quand même une belle fierté quand même d'aller chercher cette médaille avec une condition physique vraiment en dessous de notre niveau. Et puis, j'ai réussi avec un très beau projet paralympique à Tokyo, aller chercher une autre médaille de bronze avec mon collègue Raphaël Beaugilet, un malvoyant. J'étais son guide sur tandem. Donc là, on savait que ça allait être très compliqué d'aller faire mieux parce qu'il y avait 2 équipes anglaises qui étaient vraiment au-dessus du lot. Ça faisait 8 ans qu'ils couraient ensemble. Ils ont du matériel vraiment très développé. Nous, on a fait que les moyens du bord. La Fédération française de handisport nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup suivi. Ça, c'était vraiment très enrichissant pour tout le monde. Très gratifiant aussi. Et donc, on a été chercher cette médaille de bronze. Et c'est ce doublé médaille de bronze Rio chez les valides et médaille de bronze Tokyo chez les paralympiques. Ça fait de moi le seul médaillé olympique et paralympique, le seul médaillé de toute l'histoire du sport français. Donc, c'est une belle fierté. Mais après, bon, si on regarde un petit peu en arrière, j'ai comme un triplé historique à Cali en 2014. Ça aussi, je suis le seul de toute l'histoire de mon sport à avoir gagné toutes les épreuves individuelles sur un même championnat du monde. C'est jamais arrivé. Puis là aussi, il y a un contexte. C'était très difficile. J'en ai quasiment encore jamais parlé. Maintenant, je peux en parler un peu plus facilement. Mais j'étais vraiment en plein divorce. Je dormais par terre sur un amas de couverture parce qu'il n'y avait qu'un lit à l'époque avec ma future ex-femme de l'époque. Donc, et j'ai dormi pendant 1 mois par terre toute la préparation des championnats du monde. Tout le mois de janvier, j'ai dormi par terre et c'est comme ça que j'ai préparé ce triplé historique. J'étais tellement dans la haine, j'étais tellement dans cette du côté perso, dans cette haine, et j'entendais tout le monde dire François, c'est pas possible, il va pas y arriver, les bruits de couloir, il va pas y arriver, c'est pas possible, il peut pas supporter ça. Et en fait, moi, ah ouais, tu vas voir, ah ouais, je peux pas, tu vas voir. Et moi, j'ai pris ça, je pense, du bon côté. Ouais. Voilà, un gros défi. Et j'ai essayé de garder mon énergie le plus possible. C'était très, très, très compliqué. Et j'ai annoncé que j'allais faire le triplé historique à Cali. Alors, on a dit que j'étais fou. C'est couillu quand même. Ouais, parce que même les plus grosses légendes de mon sport, elles n'avaient jamais réussi à faire ça. Donc on m'a dit non mais arrête, même Hoy et même Rousseau ils n'ont pas réussi à le faire, alors pourquoi toi tu y arriverais? Parce que moi en 2014 j'étais seulement une fois champion du monde de l'année d'avant. Mais bon, parce que mon premier titre de champion du monde, oui, il est arrivé en 2013, après 12 ans d'équipe de France, mais oui, alors, à 28 ans. C'est pour ça que j'aimerais bien revenir là-dessus aussi, parce que ta carrière, elle est extrêmement riche. Je veux dire, on a énuméré les titres et tout ça, mais
c'est quand même pas venu tout de suite. Alors, tu avais un titre de champion du monde junior, Ouais, junior, ouais. quand même. Mais après ça, il s'est quand même passé un paquet d'années avant qu'il se passe quelque chose en particulier. Tu peux nous parler de 2012, alors pas du film, mais de cette année 2012. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année-là? Alors 2012 pour moi c'est une année charnière dans ma carrière. Ça fait 6 ans, 6 ans de suite que je fais toujours deuxième ou troisième des championnats du monde. 2012, j'ai 28 ans. Donc ça commence à être, j'approche plutôt de la fin de carrière, même si je ne savais pas que j'allais à l'époque faire jusqu'à 37 ans. Mais par rapport à mes aînés, ils ont tous arrêté à 30 ans parce qu'ils étaient rincés physiquement et ou mentalement. Donc 28 ans, je suis pas encore champion du monde. Je me dis bon, j'aimerais au moins que mes sacrifices et tout mon travail paient au moins une fois. J'aimerais au moins être une fois champion du monde. On commence à m'appeler le poulet d'or de la piste, toujours deuxième ou troisième chaque année, sans jamais gagner. Et à l'époque, je me trouvais toujours des excuses. Oui, mais parce que je me mettais aussi beaucoup de barrières. C'est ça mon problème. C'était ça mon problème. Je me mettais beaucoup de barrières. Une barrière vraiment toute bête. Par exemple, je me disais, je suis en finale là, en finale de keiring ou finale du kilomètre ou finale vitesse individuelle. Je vais tomber contre un champion du monde en titre ou un ancien champion du monde. Et je me disais, moi, je suis pas champion du monde ou ancien champion du monde. Donc, je ne peux pas battre un champion du monde. Parce qu'il n'y a qu'un champion du monde qui peut battre un champion du monde. Donc, en fait, voilà, je me mettais des barrières de fou. Comment tu as pris conscience de ça, que tu avais des barrières? Enfin, je veux dire, tu as fait un travail sur toi? Oui, c'est quoi le... j'ai vu 2 préparateurs mentaux qui étaient vraiment complémentaires. Il y en a un, il m'a vraiment aidé sur la place du sport dans ma vie. Et l'autre, il m'a vraiment aidé sur plutôt ce à quoi je dois penser au quotidien et surtout en approche de ma compétition. Voir les heures avant mon sprint, les minutes avant mon sprint. Donc c'était très complémentaire. Il y en a un, c'était vraiment au sens large du terme et l'autre, c'était vraiment très pointilleux sur des termes très techniques. Et les deux m'ont donné, m'ont dit une phrase qui m'a vraiment était très, très percutant. Ça, il y en a un, il m'a dit, tu vois, chaque année, tu progresses. Parce que la veille des championnats du monde, mais quand je dis la veille, c'est vraiment la veille de la course. Hein. Je battais toujours mes records personnels. L'entraînement de veille de course, on fait un déblocage, 500 mètres lancés, départ arrêté. On sollicite un petit peu chaque qualité physique, l'explosivité, la résistance, le lactique, la puissance. On réveille un petit peu tout ça. Et donc, je battais mes chronos. Je faisais toujours mes meilleurs chronos la veille du championnat du monde, d'année en année. Je progressais. Le lendemain, championnat du monde, j'ai le dossard sur le dos. Je faisais même pas ce que je faisais la veille en termes de chrono. Donc là, il m'a dit, écoute, c'est quoi les championnats du monde? Qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de faire ton sprint. Ton sprint, t'en fais combien tous les jours? Bah ouais, c'est vrai, j'en fais un paquet. Depuis combien d'années? Bah ouais, depuis 10-12 ans, quoi. Bah alors? C'est quoi là, le jour des championnats du monde, finalement, on te demande de faire exactement ce que tu fais tous les jours. Juste la même chose, quoi. Voilà, et juste la même chose. Pourquoi ce jour-là, t'arrives pas à le faire? Tu vas quand même pas me dire que c'est un bout de papier avec un numéro dessus que tu t'accroches dans le dos, donc un dossard, qui te fait peur. C'est pas ça quand même qui va te faire perdre tes moyens. Et en fait, inconsciemment, bah si, un petit peu. Et l'importance d'un championnat du monde ou de l'objectif. Donc finalement, je me dis, mais ouais, c'est vrai, je me prends trop la tête en fait. Je me prends trop la tête. Et donc ça a été très percutant pour moi. Et ensuite, l'autre, il m'a dit, je pense que c'est ça qui a été très très percutant aussi pour moi. Pense à ce que tu dois faire et pas ce qui pourrait arriver. C'est con, hein, mais quand tu mets ça en action, moi de mon côté, toutes les années où je faisais deuxième ou troisième au championnat du monde, bah je me disais, ouais, attends, je suis en finale là. Bah, je vais peut-être être champion du monde. T'imagines? Champion du monde, quoi. Et des fois, il y en a qui ont peur de perdre. Il y en a qui ont peur de gagner. Ça leur fait peur. Sûr. Et puis, je pourrais perdre aussi. Je pourrais mal courir. T'imagines?
je perds d'un millième de seconde parce que nous, sur piste, ça joue au millième de seconde ou au centième. Donc, et il y a beaucoup de tactique. Et la tactique, quand t'es pas très bon tactiquement, quand t'as pas trop confiance, tu peux faire des erreurs. Donc finalement, moi, je pensais à ce qui pourrait arriver. Je pourrais gagner, je pourrais perdre, je pourrais mal courir, je pourrais me faire battre d'un millième. Donc en fait, quand tu regardes, j'étais quasiment que dans du négatif et j'étais sur le chemin qui embrouillait mon cerveau et au lieu d'être sur le chemin de penser à ce que je dois faire. Donc, bien me relâcher, bien descendre les épaules, me relâcher, bien respirer, oxygéner, lever la tête, pas me renfermer comme ça, la tête dans les épaules. Quand je fais mon sprint, oxygéner, me relâcher, ça je le répète parce que prendre du super, plaisir. Ouais, prendre du plaisir aussi, ça c'est super important. Rentrer les coudes, baisser la tête, regarder devant moi, parce que quand tu es dans le dur sur piste, la première chose que tu fais, c'est que tu baisses la tête, tu te regardes pédaler. Et nous, on a des casques à pointe. Et quand la pointe elle monte, bah là, c'est le temps, c'est un aérofrein, quoi. Donc, finalement, quand tu penses à ce que tu dois faire, bah là, tu es sur le chemin de l'optimisation de ce que tu peux faire. Et si ça marche bien et que tu es assez fort dans tout, tu deviens champion du monde. Et c'est comme ça que j'ai vraiment percuté sur le fait que je me prenais un petit peu trop la tête. Donc ça, c'est le travail de prépa mentale que tu as fait. Il y a eu donc aussi un autre événement, c'est le Japon. Oui. Tu peux nous parler un peu de cet événement qui semble t'avoir fait évoluer de manière assez radicale en termes de mindset. Ouais, exactement. Le Japon, j'y suis allé parce que j'étais invité par l'association de keirin japonais qui invite les étrangers pour un peu dynamiser les paris au Japon là-bas. Donc la première fois que j'y suis allé 5 mois en 2010. Donc j'étais vraiment livré à moi-même là-bas, pas d'entraîneur, pas de contact avec la France, en pleine campagne, parce qu'il y a une école du keirin au Japon. Il faut passer par l'école. Là-bas, c'est considéré comme un métier. Donc tu passes par l'école, n'importe quel Japonais à n'importe quel âge peut intégrer l'école. Et il doit faire 10 mois d'école. C'est militaire là-bas. Ah oui, c'est très militaire. Ils sont tous coupés les cheveux très très courts. Alors à l'époque, ils couraient tous les matins à 6h, 6h30. Ils avaient un petit footing. Au clairon. Ouais, voilà. Maintenant, ça se fait plus. Mais très très militaire. Pas le droit de téléphone portable toute la semaine. Juste un appel le week-end à la famille sur un téléphone fixe. Ouais, Okay. ouais. Tu mets des petites pièces comme ça, là, vraiment à l'ancienne. Alors on mettra dans les notes de l'épisode le docu que j'ai regardé, qui est absolument incroyable. C'est The French Samurai, oui. qui est fascinant sur justement la dimension du keirin et on comprend du vélo, mais surtout du keirin, qui est un sport sur lequel les gens parient, au même titre que le cheval ici. Et donc on voit ton parcours dans cette école où tu reviens tu reviens au basique, c'est-à-dire que tu es un bleu et tu réapprends tout ce qui fait le keirin sur place. Et ça doit faire bizarre en plus, parce que toi, tu es quand même pas loin d'être au sommet, enfin, tu es quand même en place, en France, et là, tu arrives là-bas et tu dois te plier à toutes ces règles. C'est impressionnant. C'est très spartiate. Et moi, finalement, je me plais dans cette philosophie, parce qu'en fait, je me dis, il y a zéro confort, hein. Même le vélo, c'est un vélo en acier, tuyau de chauffage, roue à rayon. On n'a pas le droit de mettre plus de 9 barres dans les pneus. On a tous le même vélo, c'est un vrai chewing-gum, hein. Le vélo, quand tu mets 2200 watts dessus, le vélo il se tord pendant 5 ou 6 coups de pédale. Il commence à se redresser un petit peu au bout de 5-6 coups de pédale. Et puis c'est là où il commence un petit peu à avoir un minimum de rendement. Donc au start, ça doit être quelque chose, hein. Ah ouais, j'ai une vidéo sur mes réseaux où j'ai mis une caméra sur le cadre, et on voit la boîte de pédalier qui se tord vraiment dans tous les sens, et les haubans derrière qui se tordent dans tous les sens. C'est impressionnant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais j'ai peur finalement en fait de casser mon vélo. Mais en gros, c'est un fixie. Alors forcément, c'est un vélo à pignon fixe, qu'on appelle fixie dans le langage courant aujourd'hui. Mais donc c'est des tubes très fins en acier. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes vélos que dans les années 50. C'est fou. Exactement pareil. Il n'y a pas d'évolution. Et donc j'y suis allé 5 mois là-bas. Donc j'ai appris à m'entraîner par moi-même.
Parce que là-bas, tu es à 7 heures de décalage horaire avec la France. Je vais pas réveiller mon coach. Coach, ce matin, excuse-moi, je te réveille, il est 3 heures du mat chez toi. Je sais pas quoi faire là, il pleut, la piste elle est impraticable, ou la piste est occupée par les étudiants de l'école, parce que moi j'allais m'entraîner à l'école. Et donc, on me donnait le dimanche, on me donnait le planning d'occupation de la piste et la salle de muscu pour la semaine à venir. Donc moi, le dimanche soir, hop, je faisais mon petit planning pour la semaine. Et donc, il fallait que je m'adapte, parce qu'on n'était pas prioritaire. Il fallait que je m'adapte au planning et à l'occupation des pistes à l'école et à l'occupation de la salle de muscu. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc, comme j'ai dit, je suis tombé amoureux du pays, de la culture, du respect incroyable, de la philosophie. Et puis, malheureusement, en 2011, j'ai pas pu y retourner. Parce que j'étais invité en 2011, mais il y a eu le tremblement de terre, Fukushima, le tsunami et tout ce qui s'ensuit. Donc j'y retourne en 2012. Et là, j'y retourne en 2012, en septembre 2012, après les Jeux Olympiques. Parce que le keirin au Japon, il a le droit de venir percuter ses adversaires. C'est toléré, donc il y a beaucoup de chutes. Donc en fait, l'année des Jeux, personne ne veut y aller avant les Jeux, pour bien préparer les Jeux Olympiques. On y va après les Jeux. Parce qu'il y a des risques déjà le contact. Contact, chute, blessure, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc personne ne va au Japon avant les JO. Okay. Donc j'y retourne en 2012 et là on est début septembre 2012. Moi là je fais une grave dépression depuis quelques mois parce que en mai et en avril et mai 2012, le sélectionneur de l'époque me dit viens me voir à l'entraînement. Et devant témoins, hein, même devant ma compagne de l'époque, devant des collègues, me dit François, c'est toi que je prends aux Jeux Olympiques, c'est toi qui as répondu le mieux aux critères de sélection. Donc c'est toi que je prends. Moi, je suis refait, je vais enfin faire les Jeux, les Jeux Olympiques, quoi. C'était la première Olympiade à laquelle tu pouvais participer ? Non, j'ai fait les Jeux 2004. Oui. Le kilomètre, j'ai fait 6e, j'avais pas encore 20 ans. Donc là, ça a été mon tremplin de l'époque. Et puis, je devais y aller en tant que remplaçant en 2008. Je me casse la clavicule un mois avant. Donc on m'a retiré mon accréditation et on l'a donné à un autre coureur. Et 2012, c'est là où, moi, 2012, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait déjà 6 ans que je suis tous les ans médaillé au championnat du monde. Et aux Jeux Olympiques, c'est les mêmes gars qu'au championnat du monde. Donc si je fais vice-champion du monde du keirin, pourquoi je ne ferais pas vice-champion olympique ou champion olympique de keirin ? On a le droit de rêver. Donc en juin, la sélection tombe, je suis remplaçant. Je tombe de très très haut, vraiment. Comme j'ai dit, j'ai fait une grosse dépression en juin, juillet, août. Je suis parti à Londres quand même en tant que remplaçant. Mais honnêtement, heureusement que je ne suis pas rentré parce que j'étais pas apte à rentrer. Hein. Je n'aurais pas honoré ma place de remplaçant et je n'aurais pas pu rentrer en cas de blessure ou de chute ou de maladie d'un titulaire. Donc, tu expliques ça aujourd'hui ? Tu es capable d'expliquer pourquoi tu n'as pas été sélectionné ? Oui. J'ai demandé au sélectionneur parce que je dis mais attends, tu m'as dit 2 fois devant témoin en plus que tu me prenais. J'ai répondu, il y avait 3 critères de sélection très distincts. J'en remplis 2 beaucoup mieux que la personne avec qui j'étais en concurrence, parce qu'on n'était que 2 pour être potentiellement sélectionné sur l'épreuve du keirin aux Jeux Olympiques de Londres. Donc je réponds beaucoup mieux que l'autre à 2 critères de sélection, et le 3e, ni lui ni moi le validons. Donc ça faisait 2-0 pour moi. Et finalement, je dis mais pourquoi tu m'as pas pris ? En plus, tu m'as dit ouais, mais finalement, on ne te fait pas confiance. Comment ça, on me fait pas confiance ? Moi, je tombe de haut. Ça fait 6 années de suite que je rapporte des médailles au championnat du monde. Je suis hyper régulier. Et je gagne des médailles en keirin et au kilomètre. Et je prends du coffre. Toi, je m'aguerris encore plus. Et il me fait non, tu fais pas assez confiance. On pense que la personne qu'on a sélectionnée à ta place, ma place, il n'a pas dit ça comme ça, hein, forcément. Mais moi, je le dis parce que clairement, il a été sélectionné à ma place. Lui, il a été champion du monde et il a l'expérience olympique. Il est médaillé olympique. J'ai OK, mais il est médaillé olympique dans quelle discipline ? Pas en keirin, jamais. Et ce gars-là, alors j'ai rien contre lui, hein, mais à l'époque, il se vantait d'avoir fait 14
championnat du monde de Keirin et qu'il avait peur de personne. C'est ses mots, j'ai peur de personne. J'ai fait 14 championnats du monde, j'ai peur de personne. Jamais en 14 championnats du monde, t'as fait combien de fois le podium en Keirin? 0 fois. 0 fois. Moi, mon premier championnat du monde de Keirin, j'étais déjà vice-champion du monde de Keirin pour ma première participation au championnat du monde de Keirin et je me fais battre de 20 cm. J'aurais déclenché mon sprint un dixième plus tôt, juste un dixième plus tôt. Un coup de pédale plus tôt, j'étais champion du monde. Et ce jour-là, je peux te dire que je l'ai fait vraiment à la pédale. Hein. C'est pas un coup de bol, hein, parce que des fois en Keirin, tu sais, bon, t'es bien placé, il y a une ouverture, hop, ça passe. C'était absolument pas ça. Donc, on ne te fait pas assez confiance. Donc, moi, je tombe de très très haut, poulie d'or de la piste, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas le truc du winner. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je retourne au Japon. Vraiment, je traîne un boulet pas possible. C'était prévu quand même le Japon ou Oui, c'était prévu. C'est des invitations de 2 ans. Ok. Donc en fait, 2010 c'était validé, 2011 c'était simplement repoussé à 2012. D'accord. Donc j'arrive là-bas, je vais sur ma piste d'entraînement et là je vois un de mes copains japonais qui s'entraîne là. Alors j'avais jamais vu ici sur cette piste-là en 2010. Donc je vais le voir, je dis salut, ça va et tout. Hein. Je lui demande t'es en stage? Il me fait bah non, pourquoi? Il comprenait pas ma question. Et je dis bah parce qu'en 2010 moi j'étais là tous les jours, je t'ai jamais vu. Donc comment ça se fait que tu t'entraînes là? Ah bah j'habitais à Fukushima. J'habitais à Fukushima et quand ça a pété, bah j'ai pris ma femme et mon fils sous le bras dans la voiture et on est parti et bah je suis venu vivre ici. Je me suis construit une maison là. Et bah comment tu l'as vécu? Il me fait écoute François, j'ai 30 ans, je vis de ma passion grâce au Keirin. J'ai une chance incroyable de vivre de ma passion. J'ai perdu personne dans la tragédie. Personne irradié de ma famille. On a tous eu beaucoup de chance. Personne noyé dans le tsunami. Tout le monde va bien. J'ai 30 ans. J'ai le droit à une seconde chance dans la vie. Ah. Il me dit, on a l'habitude au Japon, les tsunamis, les centrales nucléaires qui éclatent ou les bombes Hiroshima, tout ça. C'est un pays résilient quand même. Ouais, on a le typhon, on a les tremblements de terre, on a l'habitude d'être cassé. On va travailler, on va relever le pays. Et le gars qui me dit qu'il a une deuxième chance dans la vie, mais super, très pudique, très japonais, très humble, droit dans ses bottes. Et moi, j'étais là en train de pleurer parce que je n'avais pas participé à une compétition de vélo. J'avais honte, en fait, de m'être mis dans des états pareils, juste parce que, ok, c'est quand même les Jeux Olympiques. Je donne ma vie pour être performant sur ce genre de compétition-là. Mais je me dis, ouais, François, c'est pas possible, là. Tu peux pas te plaindre par rapport à ça. C'est pas possible, en fait. Donc là, ça a été mon gros déclic. Et puis j'ai relativisé énormément l'importance de mes adversaires, l'importance d'un championnat du monde. J'ai pensé à ce que m'avaient dit mes préparateurs mentaux. J'ai aussi pensé un petit peu à mes parents parce que ma mère, ouvrière, toute sa carrière, elle a gagné le SMIC, toute sa carrière. Elle a été virée à 3 ans de la retraite, donc compliqué. Mon père, agriculteur, qui a déposé le bilan dans les années 90, la crise du porc, s'il faisait des cochons. Dans la foulée, je l'ai vu survivre, comme on dit, avec des bouts de ficelle. Bah, je me suis dit, mais François, même vis-à-vis de mes parents, il faut que j'arrête de me plaindre, en fait. Il faut que j'arrête de me trouver des excuses parce que je n'ai pas gagné. Oui, mais parce que moi, je vivais tant bien que mal. Même si c'était très compliqué à l'époque de vivre de ma passion, j'étais quand même... j'avais pas de patron. Je faisais 2 fois le tour du monde grâce à mon sport. J'étais en équipe de France. Voilà, je faisais du sport tous les jours. C'était quand même beau. Et voilà, c'était mon déclic, tout ça. Ma non-sélection au jeu. Mon ami japonais qui me raconte sa vie et puis que tout va bien finalement. Ça a été une grosse claque. Une grosse claque, mais vraiment. Et alors, qu'est-ce qui se passe après, justement? Enfin, parce que du coup, il y a un avant, un après. Oui. Ça, 2013, il commence à se passer des choses.
Bah, en fait, déjà, ma période japonaise, de septembre 2012 jusqu'à Noël, décembre 2012, je passe 4 mois là-bas. Et tout ça, c'était... j'ai ancré ce que m'avait dit... Je commençais à ancrer ce que m'avaient dit mes préparateurs mentaux parce que t'entends quelque chose. Mais de là Faut l'assimiler et l'appliquer. à l'assimiler et à le mettre en place et commencer à avoir confiance, j'ai mis 4 mois, ma métamorphose de 4 mois là-bas. Premier championnat du monde, ça devait être en février 2013, donc pas très longtemps après. Hein. La toute première fois que j'arrive à un championnat du monde, super relax, déterminé comme jamais, le couteau entre les dents, mais plus du tout stressé. Je me suis dit, écoute François, t'as 28 ans. On est en 2013. Ça fait déjà 12 ans que tu fais ça tous les jours. Tous les ans au championnat du monde, j'essayais de trouver une approche différente. J'essayais quelque chose. Je me mets ma musique 2 heures avant, 1 heure avant, 5 minutes avant. J'essaye de me concentrer très tôt ou au dernier moment. J'essaye de trouver quelque chose qui me convienne. Donc tous les ans, je changeais mon approche du championnat du monde. Jusqu'au jour où finalement je me suis trouvé à me dire que en étant concentré que 5 minutes avant et en parlant à tout le monde, à pas rentrer dans ta bulle trop tôt, parce que finalement quand tu rentres dans ta bulle, tu bouffes ton énergie, tu bouffes ton influx. Et avec mon préparateur mental, on se disait, tu as des sacs de billes. Et à chaque fois que tu es un peu trop concentré, un peu trop stressé, t'enlèves des billes de ton sac. Et il faut savoir, après tu peux, si tu arrives à vraiment respirer bien, oxygéner ton corps, à pas trop stresser, remettre un petit peu de billes avant la course. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand tu montes en piste, combien tu as de billes dans ton sac. Et à toi d'arriver avec un sac de billes plein. Okay. Voilà, c'est l'imagerie mentale. Des trucs comme ça, c'est facile à s'imaginer. Donc en fait, en 2013, je suis arrivé au championnat du monde au départ, là, sur ma chaise, 5 minutes avant de monter en piste. Super relax. J'étais pas le favori parce qu'en fait, l'année d'avant, je passais avant-dernier du kilomètre. Le gars qui était favori, il était à côté de moi au départ parce qu'il partait dernier, donc après moi. Il était là, il remettait son cuissard, son cuissard bien sur les trucs. Il réajustait ses cours aux chaussures, il laçait ses chaussures. Et je disais, mais il était à côté de moi. Je dis, mais c'est fou, mais il est au taquet en fait. Il est, il est électrique quoi. Et mon kiné, qui me connaît par cœur, il me regardait, il me tend mon bidon. Si je le regarde, il sait très bien qu'avec un simple regard, j'ai besoin de mon bidon, boire une petite dernière gorgée ou ma serviette. Il m'a regardé, il m'a dit, François, le départ de cette course-là, je t'ai pas reconnu. T'étais vraiment un autre athlète, quoi. J'ai compté tes respirations. Tu as respiré 20 fois en 1 minute. Pourtant, je sors de mon échauffement. Je passe dans 3 minutes. J'étais tellement calme, tellement serein, tellement posé. En fait, j'avais gardé tout mon influx nerveux. Et j'étais aussi confiant, beaucoup plus confiant que par le passé, parce que j'avais décidé de ne plus me prendre la tête, comme j'ai dit, de démystifier l'importance d'un championnat du monde. Je monte en piste, je bats mon chrono, perso, je fais mon record. Le mec derrière moi, comme ça, il m'a pas battu. Et voilà, et comme ça, c'est comme ça que je suis champion du monde la première fois. Parce que 20 respirations en 1 minute, quand tu es en fin d'échauffement, en fin d'échauffement, après tu récupères quand même. Mais pour dire que j'étais très calme. Et je me vois toujours la tête que j'ai au départ, parce que tu sais, nous, au kilomètre, on met le vélo dans le bloc de départ qui tient le vélo. Et on a un plein cadre. Le caméraman, il fait gros écran, plein cadre sur le visage. Et j'étais là, super serein. Et j'oxygénais une dernière fois, mais très calmement, très posé. Alors qu'avant, je me souviens, les années précédentes, j'essayais de me mettre en transe. Toi, d'être là, de serrer les dents, d'être rageur, d'avoir envie de tout casser, quoi. Parce qu'il y a des fois, quand tu es énervé, tu pètes ton câble, même dans le quotidien. Tu te dis, heureusement que là, je suis pas sur le vélo. Parce que je serais sur le vélo, je casserais mon vélo, je casserais les pédales et je ferais mon record. Mais en fait, ça, c'est... En fait, c'est le fait d'être détendu qui t'a permis de canaliser ton énergie et de la mettre dans la bonne direction. Et de la mettre au bon moment. Ouais. Alors qu'avant, je la perdais. Parce que j'écoutais du Offspring, du Nirvana, de la techno, bien énervant, du truc à fond. Donc, finalement, je vidais mon sac de billes.
Je pensais que ça me motivait, tu sais, que ça me mettait en transe, ça me mettait dans le bon mood pour monter en piste et puis pour avoir envie de tout casser. Mais finalement, ça me mettait dans le mood, tellement dans le mood, quand finalement, j'étais tellement surexcité avant de monter sur piste que j'étais plus du tout conscient de rien du tout. Ok. Et il y a plein de fois, les années précédentes, avec mon entraîneur, je descends du vélo en match de keirin au kilomètre et je lui dis oh, je suis incapable de te dire ce que je viens de faire. Je suis incapable de te dire comment le match de keirin s'est couru. Et j'étais perdu. Je ne savais pas si j'étais ligne opposée ou ligne d'arrivée. À un moment donné, si tu es perdu sur piste, tu ne peux pas faire la bonne stratégie. Donc là, tu as senti que tu étais quand même beaucoup plus posé, confiant, beaucoup plus aligné même, peut-être. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de trouver les ressources pour d'être aussi confiant pour 2014 et ton triplé historique Bah oui, parce qu'en fait, donc le 2013, je suis champion du monde pour la première fois. Je fais le meilleur temps aux 200 mètres lancés. Donc, c'est les qualifications de la vitesse individuelle. L'épreuve reine chez nous. Je fais le meilleur temps. Donc, finalement, je suis champion du monde kilomètre. Je fais le meilleur temps du 200 mètres. Je suis vraiment le plus rapide au monde à ce moment-là. Après, je fais troisième en vitesse parce que c'était mon 5e jour de course. J'étais fatigué parce que j'avais fait la vitesse par équipe, le kilomètre, le keirin et la vitesse individuelle. Cette année-là, j'avais fait 3 médailles. 2 de bronze et 1 d'argent. Et en fin d'année, je suis reparti au Japon, encore du mois d'avril cette année jusqu'au mois d'août. Donc 2013. 2013. Okay. Je repars au Japon parce que j'étais réinvité. Donc là, pareil, je me tape 4 mois de vélodrome découvert qui prend le vent sous la pluie, en béton avec un vélo en acier. Donc pendant 4 mois, j'ai un entraînement dans la difficulté. Et ça, c'est super important parce que je développe aussi beaucoup de résistance à cause de... grâce à ce rendement très mauvais des vélos japonais. Et au Japon, les sprints sont lancés de très très loin. Donc j'ai pris une caisse énorme. Et puis, donc c'est en extérieur, ça roule sous la pluie? Oui, on roule sous la pluie parce qu'il y a une résine spéciale pour rouler sous la pluie. J'ai même roulé sous la neige. Ah ouais? Oui, en décembre 2012 justement. D'accord. Non, parce que habituellement, si on remet un petit peu les choses dans leur contexte, nous, on voit des vélodromes. Voilà, on est quand même dans l'écrin national, donc c'est quand même the place to be. C'est chauffé, la petite piste en bois, elle est toute polie, elle est toute bien comme il faut, il n'y a aucune aspérité. Donc si je comprends bien, 2013, enfin automne-hiver 2013, tu te mets dans des conditions qui t'endurcissent, c'est ça? À chaque fois, le Japon, oui. Ouais. Oui, qui m'endurcissent, aussi bien mentalement que physiquement. C'est un peu maso quand même. Parce que, non, mais... oui, c'est quand même avoir envie de se faire mal, quoi. Ouais, mais en fait, comme je te l'ai dit, j'aime quand il y a pas de confort. Okay. Je prends ça parce que je me dis qu'en fait, tout le monde là serait ici, dans des conditions comme ça. Mais en fait, je me dis, c'est pas forcément la vérité. Mais en fait, moi, je me le dis pour m'aider à bien supporter la chose, parce qu'on est quand même loin de la famille. On est quand même un peu coupé du monde là-bas dans la campagne japonaise. Et je me dis, en fait, je pense que il y a 8 mecs sur 10 qui viennent là, ils pètent un câble, en fait. Ils supportent pas l'éloignement, l'isolation, d'être isolé comme ça. Et puis de se débrouiller par soi-même. Et moi, je prends ça comme un véritable défi. Et je me dis, les autres, ils vont craquer, mais pas moi. Et moi, en fait, c'est mon leitmotiv, ça. C'est ce qui me transcende, finalement. Et je me dis, plus ça va être compliqué, plus moi, je vais adorer ça. Et plus ça va me galvaniser. Ça me galvanise d'être dans des conditions pareilles. Et limite, à un championnat du monde, tu me mets à dormir dans une tente, mentalement... Alors que les autres, ils vont être dans un hôtel 4 étoiles. Mentalement, ça va me donner de la force de me dire, tu vois, François, il a dormi dans une tente. Forcément, il a mal dormi. Forcément, tu vois, on va dire qu'il peut pas gagner comme ça. Et si, je vais te prouver le contraire. Et c'est ça, en fait. Et en plus, pardon, mais sur les stages, sur les mois que tu passes au Japon, dans les vélodromes, tu dors dans un gymnase avec tout le monde. Enfin, c'est un dortoir. Il y a 100 coureurs. On dort dans des dortoirs. On dort sur des paillasses. Donc, t'es pas au Hilton à côté. Non, mais c'est ça qui est génial. Okay. Et on dort sur des paillasses et voilà, c'est très spartiate. Et je me suis
je me suis découvert, je me suis révélé grâce au Japon. Et donc, comme je te le disais, je faisais mes 5 mois en été 2013. Et là, fin 2013, je retrouve mon vélo carbone. Donc, forcément, les sensations sont décuplées, sont incroyables. Mais j'ai l'impression d'être une machine. Dès que j'appuie, ça rend tout de suite. Je prends de la vitesse, je me sens très puissant, très résistant. Et dans la tête, j'ai l'impression d'avoir encore passé un palier. Et je me sens vraiment très, très fort. Et là, il y a une Coupe du Monde au Mexique, un petit peu en altitude, à 1700 mètres, à Aguascalientes. Et je me dis, peut-être un mois avant, je percute avec mon entraîneur de l'époque. Je me percute et je me dis, ah non, mais attends. Alors attends, tu percutes, c'est-à-dire tu chutes? Non, je percute mentalement, c'est-à-dire que je me dis, mais attends, je vais à la Coupe du Monde là-bas. Elle est un petit peu en altitude. Mais pourquoi on n'irait pas battre le record du monde du kilomètre et du 200 mètres? Donc j'ai fait en seulement un mois une petite préparation spécifique en pensant que c'était possible. Et puis, je l'ai annoncé dans la presse. Et j'ai entendu dire forcément, ah ça y est, il a pris la grosse tête, il est champion du monde cette année en 2013, là, ça y est, il se sent plus, il passe plus les portes, et puis il annonce ça, n'importe quoi. Même les légendes de son sport n'ont pas réussi à faire ça. Alors pourquoi lui, ok, il a un titre de champion du monde, mais à la limite, mon titre, tu vois, il était dénigré parce que c'était post-Jeux Olympiques et que post-Jeux Olympiques, tout le monde est en vacances, tu vois, et que moi, j'étais sérieux et tout. Et je bats les 2 records du monde. Donc là, je commence déjà à fermer quelques bouches. Et ça, c'est plaisant, tu vois. Un peu de confiance. Beaucoup de confiance. Donc ça, c'était combien de temps avant les championnats du monde? Donc là, on est en début décembre 2013. Donc là, je me sens volé. Tu te sens bien, quoi. Je me sens volé. Les articles anglais m'ont nommé le Flying Frenchman. Donc en gros, le TGV français. Voilà. Et puis, donc ça fait plaisir venant des Anglais d'avoir un titre surtout positif. Ouais, voilà, c'était ça vraiment sympa. Donc, et puis, on te regarde vraiment plus de la même façon en centre-piste. Et on vient te serrer la main. Où il y a des gens qui viennent te dire bonjour, alors qu'avant, ils venaient pas te dire bonjour. Donc, ça montre que tu es passé un petit peu dans un autre univers. Et puis, moi, je suis chaud patate, là. Je viens de battre 2 records du monde. Je suis enfin champion du monde. Février 2014, avant de partir, j'annonce, encore une fois, quelque chose d'improbable. J'annonce, j'y vais. Mon objectif, c'est d'être le premier pistard à gagner toutes les épreuves individuelles sur un même championnat du monde. D'être le premier et le seul pour l'instant de toute l'histoire de mon sport à faire ça. Donc de gagner le kilomètre, le keirin et la vitesse individuelle. Et tout ça, entre François il a la grosse tête et puis oh là là, ce qui se passe dans sa vie perso, c'est pas possible. Il peut pas se relever de ça. Ça m'a tellement galvanisé et j'avais tellement des langues de vipère autour de moi, malheureusement, au sein même de l'équipe de France, que j'ai tu vas voir. J'étais tellement ça m'a tellement pris au les tripes que j'ai dit tu vas voir, je garde mon calme, je garde toute mon énergie, je la dépense pas juste sur le vélo. J'avais qu'une envie, c'était d'être champion du monde, mais surtout de fermer toutes ces mauvaises bouches et de les faire taire. Alors, c'est pas des belles valeurs du sport comme on peut le trouver, comme on veut le trouver dans le sport, mais moi, c'est ce qui m'a aidé à être champion du monde et à faire des choses que jamais personne n'avait réalisé jusque-là. Après, on trouve tous nos motivations intrinsèques, on trouve tous nos ressorts en fait dans des choses qui nous font avancer. Ce que je trouve intéressant, c'est que le Japon et l'expérience de ton ami t'a permis aussi de te détendre et d'être beaucoup plus posé. Et là, on comprend qu'il y a quand même cette espèce d'énergie, de revanche, l'adversité qui te fait avancer. Donc là, tu fais triplé historique ensuite. Si on avance un petit peu sur le reste, sur la suite, tu fais sur tes Olympiades, par exemple. T'as quand même une relation un peu particulière du coup avec l'équipe de France
avec cette équipe de France ce sélectionneur qui t'a évincé. C'était une volonté de prendre une espèce de revanche aussi là-dessus, comment dire, les médailles olympiques que tu as eues par la suite? Alors, par rapport à 2012, ma revanche, ça a été d'être champion du monde tout de suite dans la foulée. 6 mois après les Jeux, je suis champion du monde. Et pas par hasard, parce que derrière, j'ai enchaîné et j'ai fait des choses que personne n'avait déjà réalisées jusque-là. Donc finalement, oui, c'était un beau pied de nez au sélectionneur qui aurait dû me faire confiance finalement. Mais après, je me dis que c'était un mal pour un bien aussi. Parce que j'aurais été sélectionné aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. J'aurais fait ce que j'aurais fait, mais peut-être que voilà, j'aurais pas eu cette grosse déprime à ce moment-là, j'aurais pas eu le déclenchement, le déclic, le switch avec l'histoire de mon ami japonais, j'aurais pas eu cette profonde remise en question et cette haine qui commençait à monter donc je me dis bon, voilà, c'est un mal pour un bien et là, il y a la Fédération française de handisport qui me contacte et qui me dit « Attends, François, prends pas trop ta retraite, on a un super projet à te proposer. Est-ce que tu veux accompagner Raphaël, qui est malvoyant Vous avez une bonne chance de faire une médaille au jeu. » Et en plus, sur l'épreuve du kilomètre, j'ai commencé ma carrière en Benjamin 2 sur 1 kilomètre. La première fois que j'étais, on va dire, sur le devant de la scène au niveau élite, c'est aux Jeux Olympiques 2004. J'ai fait kilomètre, qui malheureusement a été ensuite supprimé du programme olympique. J'ai été champion du monde du kilomètre pour la première fois de tous mes titres de champion du monde. Donc c'est vraiment le kilomètre qui m'a... Je me suis construit par le kilomètre. Donc c'est le kilomètre au Japon. Ouais, c'est le kilomètre au Japon. Et là, tu dis c'est pour toi, quoi. Voilà, je dis que c'est pour moi. Okay. Parce que le kilomètre est toujours resté aux Jeux paralympiques. Et donc là, avec la FFH, j'ai établi un cahier des charges. J'ai dit, j'accepte une condition, c'est qu'on n'y va pas la fleur au fusil. On met les moyens pour réussir à aller décrocher une médaille. Et moi, potentiellement, je peux partir par la grande porte. Sur un super projet humain, sportif, une belle aventure incroyable. Vraiment fantastique. Et ce fut le cas. La FFH a validé mon cahier des charges. On a mis plein de choses en place parce que c'était ça aussi. Ils avaient besoin de se professionnaliser dans le domaine du vélo, du matériel, des compétences techniques et humaines. Et c'était vraiment gratifiant, même pour moi. C'était vraiment énormément gratifiant parce que tout ce que je demandais à mettre en place, ils l'ont mis en place. C'était vraiment, vraiment gratifiant. Puis je pense aussi pour eux, ça l'était parce qu'ils ont vraiment passé un palier en termes de professionnalisation. Et voilà, je termine ma carrière sur une médaille paralympique. Je l'ai partagée avec un mec super. Et j'ai fini ma carrière au jeu de Tokyo. Donc là encore, une aventure et un contexte atypique, vraiment incroyable. Et vraiment un défi parce qu'on partait vraiment de rien du tout. Hein. Et au début, on n'avait que 6 mois parce qu'il y a eu la période Covid. Mais au début, quand j'ai dit OK, on part, on avait que 6 mois d'entraînement. Donc mon gars, il était quand même à un niveau très amateur. Il faisait pas beaucoup de pistes, voire quasiment jamais. Et il fallait l'emmener au top niveau en seulement 6 mois. Mais le Covid est passé par là. Et grâce à ça, on a eu 18 mois, une année supplémentaire de plus de programmation, de préparation. Et donc nous, ça a été une aubaine pour nous. Et ça a été génial. Et voilà, et ça... Au lieu que ça dure 6 mois, que ce soit vite bouclé, bah finalement, j'ai pu en profiter encore plus. On a pu poser les choses, créer les choses avec la fédération. Et ça a été, voilà, j'ai fini ma carrière sur une aventure vraiment humainement incroyable. Et heureusement que j'ai accepté leur défi, parce que c'était vraiment un défi. Hein. Au début, on avait que 6 mois, donc c'était vraiment un défi. Et ça s'est terminé... On s'est tous mis à pleurer. C'était beau, quoi. Voilà, c'était super beau. Donc là, t'es fin de carrière, t'annonces la fin de ta carrière, t'as glané tes 2 médailles olympiques. Et vers quoi se dirige ton regard par la suite? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Enfin, c'est quoi la suite? Alors, la suite, j'avais un petit peu anticipé parce que pendant ma préparation aux Jeux paralympiques de Tokyo, il y a l'IUT d'Annecy
J'ai l'IUT Futurs Ingénieurs Génie Mécanique qui m'a contacté et qui m'a demandé d'être leur pilote pour être à l'intérieur d'un vélo couché caréné pour battre le record du monde de vitesse maximale, donc en vélo couché caréné. Donc le Altaïr. Le Altaïr, Ouais. voilà, Altaïr. Eux, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'ils développent ce vélo. Donc chaque année, ils font évoluer. Donc il va de plus en plus vite. Là, il était abouti le vélo et il leur fallait plus qu'un mec pour pousser fort. Et puis très fort. Hein. Ouais, très très fort. Ouais. Parce que le développement maximal, c'est 194,11. 193, 13, 11. Ouais, ouais. Après, j'ai 12 vitesses, hein, donc j'ai Oui, bien sûr. 193, 48, puis ainsi de suite. Mais je passe les vitesses, je Mais descends quand les même. Quand même, ouais. Mais en fait, donc j'avais ça sous le coude. Et je leur ai dit, on attend que je finisse. Je cours pas 2 livres à la fois. Je finis les Jeux Olympiques et après, je me lance à temps plein dans ce projet-là. Donc, le record du monde à battre, 144 km/h, à la seule force de l'homme. C'est pas un vélo électrique, c'est pas un vélo aspiré par une voiture. À la seule force de l'homme, dans mon carénage, sur une ligne droite, plate. C'est pas en descente non plus. Donc, ça se fait dans le désert du Nevada, chaque année au mois de septembre. Donc, j'ai 8 km de ligne droite où je me lance, j'accélère pendant 8 km, je suis toujours en prise, j'accélère. Ils chronomètrent les 200 derniers mètres. Ils font la moyenne horaire des 200 derniers mètres et c'est la vitesse qui est retenue. Et après, j'ai 2 km pour freiner. Donc, on a préparé ça, on a mis les petits plats dans les grands, on a optimisé le vélo comme il fallait, parce qu'au début, je rentrais pas dedans, j'étais trop grand, trop large d'épaule, trop large de bassin. Donc, ils ont limé à l'intérieur pour me faire de la place. Ils ont descendu le siège ou le baquet pour que je puisse rentrer dedans, parce que j'avais la tête dans le capot. Parce que tu rentres par cette espèce de petit orifice, quoi. Oui, il y a un petit trou sur le dessus. Ouais. Donc le capot, je me faxe. Ouais. Je me mets de côté, je rentre le bassin de côté, les épaules de côté, et une fois que je suis dedans, hop, je me redresse. Et là, voilà, j'ai les épaules recroquevillées vers l'avant, donc ça me compresse la cage thoracique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un masque de pilote d'avion de chasse dedans, avec un tuyau qui va chercher l'air à l'extérieur, parce qu'il fait vite 50 degrés dedans. Il n'y a pas d'air qui rentre, puisque c'est quasiment hermétique en fait. C'est par Il y a juste le passage de roue, il doit y avoir 2 mm au passage de roue pour que les roues touchent par terre. Mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait de prise de vent. Et moi, je suis enfermé dans le noir là-dedans, et puis j'ai pas une vision directe avec l'extérieur. C'est une toute petite caméra qui filme l'extérieur, et moi à l'intérieur j'ai des écrans de contrôle et je me dirige grâce à ces écrans-là. C'est fou. Alors, justement, avec quoi tu te diriges? C'est quoi le pilotage de cet engin-là? Alors j'ai une barre, j'ai un demi-cercle comme ça de carbone qui me sert de guidon, et en fait j'ai que 4 degrés d'angle. C'est rien du tout, parce qu'en fait je dois aller en ligne droite, et les degrés d'angle, en fait si je suis embuté, c'est que je penche trop d'un côté et je vais tomber en fait. C'est juste pour rectifier une trajectoire pour éviter de me coucher sur le côté. Donc tu dois en plus maintenir ton équilibre, centré. Oui, ouais, c'est très important. Okay. Et en fait, au début, puisque je suis enfermé dedans, moi j'ai 3 mecs qui me poussent au départ et il y a 3 mecs qui me rattrapent à l'arrivée. Donc ça, c'est très, très technique. Il faut pas se louper, parce qu'en fait, même si je tombe au départ, s'il me pousse mal, ou si moi je guidonne un peu, je me loupe, je tombe sur le côté, le carénage est rayé. Et par exemple, eux, suivant les rainures que j'ai fait sur le carénage en frottant par terre, il y a une fois, ça m'est arrivé, et ils ont estimé à une perte de Vmax, donc vitesse maximale de 3 km/h. Donc au lieu de faire 136, j'aurais fait 139. J'ai fait 136 officiellement la première année, mais j'ai fait ce 136 avec un carénage très abîmé, parce que je suis tombé au départ. Donc ils m'ont relevé, ils m'ont repoussé, et là c'est passé. Et potentiellement j'aurais fait 139. C'est important de ne pas tomber, parce que le jour où tu tombes et il te relève, il te pousse, tu fais 142. Oui. Et c'est la seule fois où tu fais 142, tu te dis que potentiellement, sans le carénage abîmé, tu aurais fait 145 et tu aurais battu le record du monde. Qui est à 144. 144, ouais. Donc c'est pour ça, en fait, c'est très important de ne pas abîmer le carénage au départ. Donc toi, tu l'as un petit peu abîmé au départ, mais tu l'as surtout
Oui. Un poil rayé, chef, j'ai un peu rayé le truc. Dis-nous, alors, on parle de espèce d'accident, enfin on peut même pas parler de chute puisque tu es dedans, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, tout simplement sur un run, donc c'était en septembre 2022, pour ma première année. On fait des tentatives tous les matins, tous les soirs pendant une semaine. Pour l'expliquer. Le matin, je le fais pas, c'est à 6 h du matin, il fait trop froid. Il faut se réveiller 4 heures avant, c'est absolument pas possible. Physiologiquement parlant, ça répond pas bien. Donc, je fais le soir, avant la tombée de la nuit. C'est là où il fait à peu près 28 degrés en extérieur, conditions idéales. Mais sur la route, il y avait un caillou. Et je suis passé sur le caillou à 130 km/h. Mon pneu a éclaté. Donc, je me suis couché tout de suite sur le côté, sur le flanc. Donc, j'ai commencé à faire la toupie et à glisser sur la route. Et je savais que tant que j'étais sur la route, pas de problème. Pire, je fais la toupie, pas de problème. Mais là, je me suis dirigé vers le bas-côté et j'ai piqué à 130 dans le bas-côté. Et donc, j'ai fait une chandelle. Et après, avec l'élan, j'ai fait des tonneaux. Dans les tonneaux, mon capot s'est ouvert. Moi, j'ai commencé à être éjecté. Et dans un tonneau, j'ai ma tête qui est venue taper le sol. Et c'est comme ça que je me suis brisé la nuque. Je me suis cassé une vertèbre, cassé et enfoncé une vertèbre cervicale. J'ai fait une hémorragie pulmonaire. Donc, quand je suis sorti du truc, j'avais un mal de chien au cervical. Et je faisais que de tousser, parce que j'étais en plein effort. Hein. J'étais à la fin de mes 8 km. Là, j'étais Vmax très très vite. Et au début, je pensais m'être fait un pneumothorax et je toussais. Donc, bon, on était post-Covid, donc on avait toujours le réflexe de mettre la main devant la bouche. Et je vois plein de gouttelettes de sang sur ma main. Je fais oh, c'est pas normal. Alors, au début, je regarde si je m'étais pas coupé la langue dans les tonneaux ou si je m'étais pas coupé l'intérieur des joues. Et je dis mais non, je saigne pas du nez, non. Et je retousse, plein de gouttelettes de sang. Et là, je dis ouais, je dois faire une hémorragie interne. Et je me dis, ouais, ça se trouve, je me suis éclaté la rate. Et là, dans 10 minutes, je vais m'endormir et puis je vais jamais me réveiller. Je vais mourir là, j'ai pas mon téléphone avec moi, je peux pas dire au revoir à mes proches, rien du tout. Et je vais mourir là comme un con, quoi. Et en fait, après, on était à l'hôpital et puis on s'est avéré que c'était une petite hémorragie pulmonaire. Donc, ça a été. Donc, ça va. Mais ils m'ont dit, par contre, les cervicales, vous avez eu beaucoup de chance parce que dans vos tonneaux, là, vous auriez été un petit peu plus bas. La tête aurait tapé encore plus fort le sol et vous seriez vraiment endommagé encore plus la cervicale. Et là, ça touchait la moelle épinière. Et au niveau des cervicales, moelle épinière, c'est tétraplégie, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est plus de bras, plus de jambes. D'accord. Donc, un vrai légume. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et là, alors, si on se parle vitesse, enfin, est-ce qu'on peut parler déjà d'une vitesse établie, quelque chose t'étais à quelle vitesse? Alors quand j'ai éclaté, j'étais à 130, mais la veille ou l'avant-veille, j'avais fait mon 136. Ok. Mon 136, potentiellement 139, parce que j'avais fait 136 avec le carénage très abîmé. Et là, après, j'ai cassé le vélo. Hein. Oui. Le vélo broyé. Et c'était la veille du dernier jour que j'ai cassé le vélo. Donc bon, donc c'était mort. Ok. Infaisable. Ok. Donc alors, ça a choqué tout le monde. Ouais, forcément, hein, les étudiants, je suis avec des étudiants. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de gérer des émotions aussi fortes que ça. Il y en a un, il était chargé de surveiller mes pneus avant le départ. Et il a pris ça pour lui. Il a dit c'est à cause de moi s'il a éclaté. J'ai pas dû bien vérifier ses pneus, donc il s'est effondré en larmes et tout ça. Bon, bref, moi j'ai commencé un petit peu pour un petit peu redonner sourire à tout le monde et puis montrer que finalement on avait échappé belle. J'ai commencé à raconter 2-3 blagues et tout ça le soir, le lendemain, pour dire j'ai fait exprès de casser le vélo parce qu'en fait le vélo, j'ai pas de place dedans. Donc je dis j'ai fait exprès de casser le vélo, comme ça vous allez m'en refaire un. Et on revient l'année prochaine et là le vélo va être encore mieux pour moi et on va battre le record. Donc voilà, c'est un peu pour baisser l'atmosphère. Pour détendre un peu le détendre l'atmosphère. Mais finalement, tu reviens quand même en 2023. Donc là, cette année, t'es revenu. C'était quoi Qu'est-ce qui s'est passé cette année? T'es pas tombé? Tout va bien? Je suis pas tombé. Tout s'est très bien passé. La stratégie, la gestion de l'effort était totalement différente de l'année dernière. L'année dernière, on était totalement dans l'erreur. Cette année, on a vraiment réfléchi, on s'est posé.
On a fait des calculs, beaucoup de calculs. Mm. Donc, on a trouvé une nouvelle gestion de course qui me convient beaucoup mieux à moi et qui est aussi plus naturelle dans la façon d'accélérer continuellement. Donc, j'ai fait un 140 km/h. Ok. 140 avec 3 km/h vent de face. Malheureusement, Ouais, donc c'est rageant, quoi. je vais t'expliquer, oui, c'est très rageant. ok. Je vais te dire rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, le vent légal, c'est 6 km/h max. Donc, celui qui a fait 144 km/h, le record du monde, il a eu 4 km/h vent dans le dos. Moi, j'ai eu 3 km/h vent de face. J'aurais eu ces 4 km/h vent dans le dos. Mes ingénieurs, ils ont calculé. Ça aurait fait 146 à peu près, 146 km/h. Okay. Donc, j'aurais battu quasiment de 2 km/h le record du monde. Et 1 km/h à ces vitesses-là, c'est une planète entière. Donc, ça aurait été énorme, en fait. Donc, dans les faits, je ne l'ai pas battu. J'ai fait 140. Mais sur le papier, il est officieusement battu. Okay. Donc, ça donne quand même un petit goût de reviens-y, non ? Oui. Oui, alors pour l'instant, c'est pas prévu parce que je me suis engagé sur un autre... Eh oui. Sur un autre projet. Parlons-en. Oui. Parlons-en. Alors, juste pour reboucler sur ce sujet-là, donc tu prévois d'y retourner en 2025 ? Alors, l'université compte sur moi, oui. Okay. Pour l'université d'Annecy compte sur moi. D'accord. Je me suis pas encore engagé parce que aussi, personnellement, j'ai aussi des projets de famille, tout ça. Donc, c'est... je vais avoir 41 ans en 2025. Donc, si je le fais aussi, c'est optimiser la performance. J'y vais pas en dilettante. Okay. Et c'est m'entraîner 2 fois par jour et savoir si je suis capable encore de m'entraîner 2 fois par jour pour être performant et pour donner le max de ce que je peux faire et optimiser la perf encore une fois. Ok. Donc, le projet 2024. Vas-y. Projet 2024. Encore une nouvelle fois, quelque chose de très atypique, complètement fou. L'équipage français Orient Express Racing Team est venu me demander si je voulais être un cyclore. Donc, qu'est-ce qu'un cyclore ? C'est un mix entre le cycliste et le sailor. Okay. Donc, le sailor, c'est en fait comme un marin, clairement un marin. Donc en fait, ils m'ont demandé si je voulais faire partie du projet de l'America's Cup, ou la Coupe de l'America, qui se trouve l'année prochaine entre le mois d'août et le mois d'octobre à Barcelone. Donc le but, c'est une course à bateau voile. Ouais. Le but, c'est de pédaler sur un vélo dans le bateau pour créer de l'énergie. Alors, pas un vélo complet, hein. Non, c'est des manivelles. Ouais. C'est un vélo comme un vélo appartement ultra sophistiqué, un vélo fixe ou un vélo de laboratoire. Donc, pour faire des sprints avec 3 autres gars, donc on va être 4 cyclistes sur le bateau et 4 marins. Donc, il y a 2 marins qui vont gérer les foils parce que c'est un bateau à foil avec 2 gros foils, un de chaque côté, et 2 autres marins qui gèrent les voiles. Donc, nous, notre but, c'est de créer de l'électricité pour mettre sous pression une pompe hydraulique. Et la pompe hydraulique va servir à actionner les foils et les voiles. Donc, le but de la course, c'est faire des allers-retours pendant 20 minutes entre 2 bouées. Alors, la distance, elles sont assez relativement proches. Hein. Ça se trouve, il y a peut-être 500 ou 1 km entre les 2 bouées. Et c'est en duel. Donc, on est toujours face à un autre bateau. Et donc, on change de bord. Je veux dire, on fait des zigzags. Parce qu'il faut prendre le vent. Puis, on fait demi-tour. Et voilà, on fait les allers-retours. Donc, c'est ça le but pendant 20 minutes. Et celui qui fait le plus de distance en 20 minutes. Donc, on gagne des points. C'est un système de qualification. Celui qui a le plus de points va en demi-finale. Et ainsi de suite jusqu'au final. Donc, il y a 6 équipes internationales. Tous les autres bateaux, c'est pareil. Ils ont 4 cyclistes et ils essayent de fiabiliser leur prototype parce que les bateaux, c'est des prototypes. Hein. C'est des bateaux qui coûtent des millions. C'est des bateaux qui n'ont jamais vu le jour jusqu'à présent. Donc, il faut les fiabiliser. Donc, nous, notre bateau, on va l'avoir en mai prochain. Donc, pour l'instant, je fais des stages de cohésion avec mes collègues. Et avec le staff aussi, on se réunit une semaine par mois, tous les mois jusqu'au mois d'avril à Barcelone, à notre camp de base qui se trouve sur le port de Barcelone.
Et à partir du mois de mai, je vais habiter H24 pendant 6 mois à Barcelone, parce que dès qu'il va y avoir une brise, on va sauter dans le bateau et voir comment gérer ce bateau, comment savoir le piloter pour les marins, et nous savoir comment il faut pédaler, de quelle manière il faut pédaler pour apprendre à connaître cette pompe hydraulique. Alors, ce que tu me disais aussi, c'est que le skipper du bateau, il a une telle sensibilité sur son engin qu'il peut détecter qu'il y a plus ou moins 15 kilos. Donc, toi, tu dois arriver à un poids cible Oui. Qui est de 95 kilos. Je dois faire 95 kilos parce qu'en fait, on est 4 sur le bateau, 4 cyclistes, mais en fait, on est 8 dans l'équipe, 8 cyclistes, parce qu'on fait des changements. S'il y a une maladie, s'il y a un empêchement familial, s'il y a une blessure, s'il y a une méforme, hop, on change. Donc on doit être 8 cyclistes. Donc en fait, quand on change un cycliste qui fait 95 kilos, il faut impérativement en remettre un qui fasse 95 kilos. Parce que lui, le marin, son bateau, il faut qu'il réagisse exactement de la même façon. Il ne faut pas qu'il ait 15 kilos de plus ou 10 kilos de moins d'un côté par rapport à ce qu'il a l'habitude d'avoir, parce qu'il a un feeling avec son bateau. Et si tu changes trop ça, le bateau ne va pas réagir de la même façon. Et finalement, lui, il va être un petit peu, je ne vais pas dire qu'il va être perdu, parce que c'est des grands professionnels, les mecs, mais ça peut un peu le perturber ou le gêner. Donc, pour optimiser la perf, tout le monde 95 kilos. Et alors, c'est quoi ton petit secret justement pour arriver aux 95 kilos? Alors là, pour avoir un ordre d'idée, là, pour mon record vélo couché caréné, là, en septembre, je faisais 87 kilos. Je dois faire 95, donc je dois prendre 8 kilos. Alors, bon, je mange bien. Je mange très bien. Je me fais très plaisir sur tout ce qui est sucré, parce que voilà, c'est mon truc. Donc, je vais pas vous le cacher, je mange beaucoup de Nutella. T'as un contrat sponsoring Nutella ou... J'ai des parts j'ai des parts chez eux. Attends, parce que tu me disais comme les quantités que tu te mettais. Ouais, j'ai été fou. Je suis toujours un peu fou de ça. Ouais. C'est en fait, pour moi, ça, c'est mon seul. Ton seul. J'allais dire mon seul échappatoire, mais mon seul truc négatif, parce qu'il faut le s'avouer, c'est quand même négatif. C'est mon seul petit truc qui me dit je me tolère ça, je m'autorise ça. Parce que je fais tellement de sacrifices à côté que je me tolère ça. Donc, ouais, effectivement, fut un temps, quand j'étais à l'INSEP, surtout quand j'étais en équipe de France à l'INSEP, que je rentrais le week-end chez mes parents le vendredi soir, j'ouvrais le pot de 1 kg, j'enlevais l'opercule. Le dimanche soir ou le dimanche après-midi, pour remonter à Paris, le pot était vide. Donc en fait, ouais, je me tapais 1 kg dans... Mais ça, ouais, c'est parce que j'en mange le matin, en dessert le midi, le 4 heures, très important, 4 heures. Évidemment. En dessert le soir, et puis juste avant de me coucher, parce que voilà, il faut avoir ma petite poussée d'adrénaline ou ma petite endorphine là pour je vais bien me coucher. Alors ouais, j'ai un pic de glycémie, mais en fait, ça m'aide à m'apaiser et à bien dormir. Ok, donc le vice du Nutella. Oui, trop, oui, c'est sûr, c'est trop. Ok, donc là, l'objectif, c'est 95 kilos pour le mois de mai, oui. Au plus tard. Oui. Concrètement, en termes de qualité physique, là, il faut que tu sortes des watts à fond, quoi. Alors, au début, on m'a sélectionné parce que il fallait que je fasse mes 2200 watts, ce que je faisais sur mon vélo de piste. Et puis finalement, on s'est rendu compte que on va faire un sprint à peu près quasiment toutes les 1 minute 30. À chaque fois qu'on vire de bord, on va activer les foils et les voiles, donc il faut faire un sprint juste avant. Et apparemment, en moyenne, pendant 20 minutes de run, on fait à peu près 15 manœuvres, suivant le vent. Donc, 15 manœuvres dit 15 sprints. Mais on ne sait pas encore si le sprint va durer 10 secondes ou 45 secondes, parce qu'on ne sait pas encore comment la pompe hydraulique fonctionne.
Et même si je le savais, j'aurais pas le droit de vous le dire parce que c'est très secret, c'est très regardé, on est très surveillé par les autres équipes. Et nous aussi, on surveille, ils savent, hein, mais on les surveille. On surveille aussi les autres équipes. C'est connu pour voir comment ça se passe chez les étrangers. Il y a un espionnage industriel incroyable. Et en fait, mais ça va être des grosses accélérations, toutes les minutes à peu près, ou toutes les minutes 30. Et entre les accélérations, il faudra continuer de pédaler, on pense. Ok. Voilà, donc en gros, pendant 20 minutes, je vais cracher mes poumons. Très donc, bien. pour faire mes 95 kilos, clairement, je fais de la gonflette. Ok. Surtout sur le haut du corps, parce que mes cuisses, finalement, même si j'ai fait 2 ans que de la route, j'ai arrêté la muscu pour mon vélo couché caréné. Oui, j'ai fait que des courses sur route tous les week-ends. Ouais. Je me suis remis à la route. J'ai pas perdu tant que ça au niveau des cuisses. C'est à combien en tour de cuisse là? Alors, j'étais à 65 à 20 cm au-dessus de la rotule. Ok. Donc, c'est toujours Donc, là vous pourrez où... faire vos mesures vous-même. Ouais. 20 cm au-dessus de la rotule, 65. Je suis descendu à 63. Mais là, je vais remonter parce que je fais un peu de gonflette, mais c'est surtout sur le haut du corps où j'ai beaucoup à gagner. Donc, puisque j'ai jamais fait de gonflette pendant ma carrière, même si j'ai bientôt 40 ans, mon corps réagit bien parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu. Parce que nous, faire de la gonflette en muscu sur le sprint, c'était pas bénéfique. On veut pas prendre du poids, on veut améliorer notre rapport poids-puissance. Donc en fait, en muscu, je faisais toujours des charges très très lourdes, mais très très peu de répétitions pour faire vraiment de la force maximale. Là, je mets pas très lourd et je pompe jusqu'à plus en pouvoir. Je récupère 30, 40, 1 minute et je recommence jusqu'à plus en pouvoir. Et voilà, et c'est ça la gonflette, quoi. Pour vraiment prendre de la masse musculaire. D'accord. C'est quoi pour toi la suite, l'après l'après même America's Cup, après tout ça, qu'est-ce que tu te vois faire dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est très clair. J'ai déjà anticipé un petit peu ma pré-retraite et mon après-carrière. C'est-à-dire que actuellement, j'ai un statut d'agriculteur. J'ai repris la ferme, l'exploitation à mon père. Lui, il faisait des vaches à viande, il a tout arrêté. On a gardé les terres. Et avec mon frère, on a décidé de planter du bambou et des arbres pour faire un projet écologique. Donc là, le bambou, ça fait déjà bientôt, ça fait 2 ans et demi qu'il est planté. Les arbres, on est sur une parcelle test pour voir si ça pousse bien, parce qu'il ne faut pas se louper. Le bambou pousse très bien, on est très content. Et à terme, c'est pour faire un projet écologique, donc surtout pour remplacer le plastique qui pollue nos océans, faire des choses réutilisables, parce qu'aujourd'hui, l'État interdit le plastique à usage unique. Donc nous, c'est faire des brosses à dents, des meubles, du textile. Ça va aussi sur le marché de l'alimentation, de la cosmétique et de la pharmaceutique. Donc il y a 1000 marchés pour le bambou, c'est absolument incroyable. On fait des jouets, des meubles, des tiny house, des mobilhomes, des camping-cars, voilà, plein de choses. Donc je suis lancé là-dedans déjà. Et puis après là, j'ai aussi une autre activité, c'est que je suis consultant pour France Télévisions et la chaîne Équipe. Donc ça, c'est un poste qui me plaît énormément parce que je continue à être dans le vif du sujet et de partager ma passion et mon expertise aux communs des mortels qui regardent les compétitions, les Jeux Olympiques, les championnats du monde à la télé. Donc ça, c'est génial. Et puis, j'ai encore une autre casquette, c'est que je fais des conférences en entreprise. Ok. Donc ça, j'en fais déjà. J'ai commencé par mes sponsors et maintenant, j'essaie de développer cette activité-là parce que, vous l'avez entendu, mon expérience du Japon, mon switch où j'ai switché mentalement, ne jamais rien lâcher, ça c'était mon leitmotiv, ne jamais rien lâcher, savoir prendre confiance en soi, avoir confiance et conscience de ce qu'on est capable de faire, et puis prendre du plaisir et la réintégration du plaisir à l'entraînement et dans le quotidien, tout ça. Ça c'est mes gros thèmes de... C'est plein de choses qui s'appliquent pas mal à l'entreprise aussi. Oui, quoi. exactement, et ça plaît énormément. Énormément. Génial. Et puis après... quand j'étais petit, je voulais être pompier professionnel. Donc, si je passe le concours, il n'y a pas d'âge. Il y a un âge limite pour être pompier de Paris. Je le précise parce que les gens parfois disent mais non, il y a un âge limite. Pompier de Paris, oui, il y a un âge limite. C'est 23 ans, je crois. Je crois que c'est 25. 25, ok. Mais si tu es officier, c'est 29 ans. Ok, d'accord. Mais pour pompier professionnel, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge limite. Donc, je passe le concours et puis... mais mon bambou, mon activité de conférencier que j'adore, et puis surtout aussi, j'ai oublié, j'ai aussi une société où je fais des baptêmes
des team building, baptême, cyclisme sur piste. Ok. Donc là, en fait, tout le dépassement de soi, sortir de sa zone de confiance, de sa zone de confort, apprendre à se faire confiance et puis avoir conscience de ce qu'on est capable de faire. Tout ce que je dis dans mes conférences, je le mets en pratique sur des baptêmes de cyclisme sur Ok. piste. Génial. Ouais. Où est-ce qu'on te suit? On te voit pas mal sur LinkedIn. Oui, alors LinkedIn pour tout ce qui est plus ou moins mes activités professionnelles. Parce que pour moi, je fais vraiment une différence. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment le pro. Donc, mes activités pro, peut-être un petit peu de voile, voilà, pour aussi montrer que je développe aussi des qualités autres que un simple cycliste. Mais surtout LinkedIn pour tout ce qui est professionnel, les baptêmes et puis mes conférences. Et puis sinon, pour tout ce qui est ma vie au quotidien, le partage de ma passion, le vélo, là, il va y avoir forcément un petit peu de voile. La pêche aussi, parce que j'ai une passion où je pêche la pêche en général, mais surtout pêche de la carpe. Donc ça va être sur Instagram ou ma page Facebook. Ok, Voilà. génial. La dernière question pour finir, si tu voulais entendre quelqu'un au micro d'Enro Libre pour un prochain épisode, ce serait qui? Je te dirais, pourquoi pas Miguel Martinez. Oh. Miguel Martinez qui est déjà sorti de la bouche d'un invité. Donc ça confirme des souhaits. Pourquoi Miguel? Pourquoi? Parce que figure-toi que justement, grâce au réseau, on est rentré en contact il y a un ou 2 ans. Et moi, quand j'étais en cadet, j'ai pris une photo avec lui des champions du monde. Ah bah oui. Je devais être en cadet première année, donc ça devait être en 97 ou 99, pardon. 99. Et j'ai toujours idolâtré. Il a été champion du monde VTT, cyclocross, champion olympique VTT. Il avait une classe et puis il était super saillant, super affûté. C'est vraiment très, très imposant. Et il a une Mustang. Il a une Mustang. Il a une Mustang des années 1960. Je suis absolument fan. Moi, c'est mon rêve absolu de m'acheter une voiture de collection. Voilà, une Mustang des années 1960. Et il est venu. C'est lui qui est venu me suivre sur les réseaux. Okay. On est rentré, voilà, on a commencé à discuter, à échanger sur la Mustang et puis sur le VTT en général. Lui, il fait aussi, il partage sa passion avec les jeunes. Il va même partager sa passion avec les jeunes à l'étranger. Et puis je me dis que, à mon avis, on doit avoir la même passion parce qu'il fait encore du cyclocross, il fait encore des courses sur route à son âge. Et il se donne les moyens de rester performant. Et son fils roule. Et puis son fils roule fort. Très très fort, Lenny. Et je pense que c'est forcément un passionné un peu comme moi. Et il doit avoir tellement de choses à raconter. Il a tellement vécu de choses que je pense que ça va être super intéressant de l'écouter. Okay. Bon, on note ça. Miguel, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, en tout cas... Avec un grand plaisir dans un prochain épisode d'Enro Libre. Merci beaucoup François. Merci, avec grand plaisir. Merci pour ça. On te souhaite plein de bonnes choses pour 2024. On va suivre tous tes exploits lors de la Coupe de l'América, ta préparation, etc. En tout cas, tout ce que tu pourras partager. Il ne me reste qu'à vous remercier, vous, d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'Enro Libre. Encore un immense merci aux gens du Vélodrome qui nous ont donné la possibilité d'enregistrer cet épisode ici, avec malgré le bruit, vous l'avez entendu, mais c'est un endroit qui vit. Oui. C'est un endroit dans lequel il y a des gens qui pratiquent, donc voilà, ça fait partie du truc. Merci infiniment François et puis à très bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Merci, allez, à bientôt, salut.